take, baby, rivers rising. Muddy waters taking back our home. En 61, j'avais 16 ans, je suis parti en mobilette pour aller voir la Grèce. Voilà. Et c'était pas vraiment le mouvement hippie. Hein. Je savais ce que c'était, mais je peux pas dire que j'y participais. Mais voir d'autres rivages, ça m'intéressait déjà depuis un bout de temps. Et la Grèce, j'y suis passé du premier jour des vacances jusqu'au dernier. J'ai passé 2 mois et demi, les vacances d'été étaient longues à ce moment-là. Et j'ai essayé de me débrouiller seul, j'avais un peu de une bourse pour gagner ma vie, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc je me suis débrouillé seul. Et puis quand j'étais en Grèce, j'ai aussi travaillé, j'avais 16 ans. J'ai fait des petits boulots, et ça m'a aussi un peu ouvert les yeux. Je parle donc de quelque chose qui se passait avant 68. Marc, bonjour. Bonjour. Marc Hatzfeld, tu es sociologue, anthropologue. Oui. Comment tu te présentes? Je me présente d'habitude comme anthropologue parce que c'est plus large, ça me permet de dire un peu plus ce que je veux. Et puis c'est vrai que récemment, ce sur quoi j'ai travaillé justifiait plus de la posture d'anthropologue, c'est-à-dire de celui qui s'intéresse non pas à une dimension particulière du fonctionnement social, mais à ce qu'est l'humanité, comment on peut y réfléchir. Justement, on va parler de ce mouvement social qui a eu lieu dans les années 60, que tu as certainement bien vécu. C'était peut-être l'élément déclencheur aussi pour étudier l'homme et la société. Et puis, on parlera aussi du voyage. Ouais. Il y a plein de gens qui sont partis pour découvrir d'autres sociétés. Donc, et tu étais où durant cette période Quelle période? Des années 60, donc fin 60, à partir de 66, 7. À la fin des années 60, alors j'étais étudiant. J'ai été étudiant successivement à Strasbourg, à Grenoble et puis à Paris. Et tu étais où exactement durant le mouvement des événements de 68? J'étais à Paris. Je venais de... c'est un choix un peu accidentel. Enfin, c'est plutôt un accident. C'est-à-dire que j'étais passé donc par Strasbourg, Grenoble, et puis j'ai voulu tout d'un coup décrocher des bonnes études. Et j'ai candidaté à Sciences Po, à Paris. Je voulais bouffer le monde, je voulais avoir un bon job, je voulais avoir, je sais pas quoi, un avenir. Et donc, je décroche l'entrée à Sciences Po, et je m'installe à Sciences Po en fin 67, septembre 67. Et j'arrive avec l'intention de réussir les grands concours, quoi. Ça s'est pas passé comme ça. À cette époque-là, ça commence à bouger un peu. T'entends oui, enfin j'entends des choses, mais je dois dire que j'y prête pas une attention énorme. Auparavant, à Strasbourg, j'avais un petit peu frôlé le mouvement insurrectionnel, situationniste, qui était plutôt un mouvement intellectuel, mais assez transgressif et assez vigoureux. Et j'avais été impressionné par ce mouvement-là, en l'approchant, mais sans m'impliquant de façon... sans m'y impliquer. Et puis à Grenoble, c'était complètement différent, pour expliquer à quel point j'étais confus, parce que je suis arrivé à Grenoble au moment où Pierre Mendès France se présentait aux élections départementales, aux élections législatives. Et ce type-là m'intéressait un petit peu, je me suis approché et il m'a intéressé un peu plus, et donc j'ai participé à sa campagne électorale. Je crois qu'il a gagné ce-là. Et pour dire que j'ai fait un petit peu le grand écart entre un mouvement à la fois un peu
élitiste, éthylico-élitiste d'ailleurs, et Mendes France, c'est pour dire que je me cherchais, je ne m'étais pas encore trouvé sur le plan de l'attitude politique et des choix qu'on pouvait faire dans son existence. Tu n'étais pas directement connecté à un groupe? Non, pas du tout, pas du tout. Et j'entendais parler des groupes solidaires de ce qui se passait au Vietnam, des comités Vietnam de base, des comités Vietnam nationaux, qui représentaient les maoïstes et les trotskistes, des discours assez différents, mais en fait qui étaient un peu, on le verra, un peu proches, mais qui se prétendaient différents. Mais je ne me suis pas du tout impliqué là-dedans, et je dois dire, j'ai pas bien compris, j'ai pas saisi l'occasion de m'investir. J'étais un peu sur ma trajectoire personnelle quand je suis arrivé à Paris. Et donc, quand tu es à Paris, Oui. durant les événements, pendant les événements Ouais. de mai 68, en tout cas ça a commencé en mars. Ça a commencé en mars, oui, tout à fait. Tu as des souvenirs encore? Ah bon, bien sûr, j'ai des souvenirs. Je me rappelle tout à fait les événements qui se produisaient. Je me rappelle le mois de mars avec l'effervescence à Nanterre et puis le mouvement du 22 mars. Par exemple, le canard que je lisais, c'était Combat. C'était donc pas forcément Le Monde, c'est pas forcément un canard mainstream, c'était pas un canard institutionnel. Je lisais Combat, Libé n'existait pas encore. Mais Combat, c'était un journal un peu franc-parler, franc-tireur, avec des grandes plumes, et certaines qui se prétendaient anarchistes de droite, mais aussi des vrais anarchistes, et c'était des gens qui essayaient de comprendre ce qui se passait à partir du mois de mars, et qui, après, encore plus, ont couvert l'événement avec une certaine justesse de ton, à mon goût, et une certaine profondeur, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher des choses, pas des appartenances ni intellectuelles ni politiques, mais ce que ça signifiait. Et alors, ce qui m'est arrivé, c'est que je bossais comme un âne. Je bossais beaucoup. Et je venais de lire, on est au premier, alors au mois de mars, on commence à en parler beaucoup à Sciences Po, parce que c'est un institut d'études politiques, donc on est vraiment dans la politique, on comprend que c'est un phénomène politique qui se présente, on n'en saisit pas forcément toute l'ampleur, des gens parmi les profs et parmi les étudiants qui sont autour considèrent que c'est un mouvement étudiantin un peu immature, d'autres considèrent que c'est curieux de voir ces jeunes étudiants, enfants de bourgeois, taper sur des flics qui sont des enfants de prolétaires au nom d'une idée de l'histoire qui se prétend marxiste. Tout cela n'est pas clair pour moi, mais enfin j'essaie de comprendre, et quand arrive le mois de mai, je tends l'oreille de plus en plus attentivement. À un moment donné, je sors fumer un clope sur le carrefour de Saint-Germain-des-Prés, et j'entends une rumeur qui montant la rue de Rennes, et je me demande ce qu'ils disent ces gens-là. Et c'était vraiment une foule énorme qui marchait, qui prenait toute la rue de Rennes et qui déclamait des slogans que je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, ils arrivent à proximité du carrefour, et j'entends « libérer nos camarades, libérer nos camarades ». Et je comprends de quoi il s'agissait, parce que les jours précédents, des étudiants avaient protesté à la Sorbonne. Il y a eu Marcellin avait envoyé les flics, je crois qu'ils étaient entrés dans la Sorbonne. Bref, il y a des étudiants qui étaient emprisonnés, et les étudiants disaient « libérer nos camarades ». Alors je me disais, une manifestation de cette ampleur pour libérer nos camarades, je ne comprenais pas très bien, mais je raccrochais après à ce que je disais dans la presse. Et puis la rumeur monte, et il y avait une telle intensité, une telle joie, une telle fureur, une telle j'allais dire générosité, mais il y avait un peu de ça dans cette foule qui montait la rue de Rennes et qui a pris le tournant pour remonter le boulevard Saint-Germain, que je me suis joint. Je suis entré, ça y est. Et je suis entré, et puis j'ai fait comme eux, j'ai crié « libérer nos camarades », et puis j'ai entendu les bruits des tours des arbres
qui était utilisé pour décrocher les pavés. J'ai vu les pavés par terre, on a commencé à lancer des pavés, j'ai fait le truc, et tout d'un coup j'étais complètement impliqué. Enfin j'étais dedans. Ça a duré, je veux dire, quelques minutes, et puis en face il y avait un rang de CRS, je n'avais pas compris qu'il fallait reculer vite. Et je les ai vus tout d'un coup tout près, j'ai couru pour... et bref, ensuite j'étais vraiment dans ce mouvement, pas complètement, j'ai pas tout compris non plus. Par exemple, je crois que le 10 mai c'est un vendredi, bref, il y avait des manifs, oui, le 10 mai je crois qu'il y a eu une grande manifestation dans le quartier latin, qui a été encerclé par la police, et au cours duquel vraiment ils ont cogné, ils ont enlacé les étudiants, et moi j'étais pas là. Je crois que j'étais amoureux d'une fille, il y avait des concerts de Bach à l'église Saint-Germain-des-Prés, j'ai attendu la fille, elle n'est pas venue, mais j'ai raté l'un et l'autre, à la fois la fille cette grande manifestation qui était assez fondatrice, parce que le gouvernement s'était montré comme il était, c'est-à-dire vraiment dur, ne comprenant rien à ce qui se passait, et les étudiants s'étaient vraiment cognés, et au lendemain matin, on a vu les photos de la façon dont Marcellin avait enfermé, cadenasser le quartier pour laisser les flics taper sur les étudiants. C'était spectaculaire. Beaucoup de voitures en flammes, beaucoup de vitrines brisées. C'était vraiment un lendemain d'émeute. Déchaînement de part et d'autre. Déchaînement de part et d'autre. De la part des étudiants, ils étaient très naïfs, mais par exemple, ils ont bâti des barricades parce qu'ils rêvaient à leur livre d'histoire et aux barricades de 1848, 1830 et de la Commune. Mais c'était très naïf, hein, parce qu'il n'y avait pas un ouvrier parmi les émeutiers. Et de la part de la police, oui, un déchaînement. Et après, il y a eu d'autres manifestations, des protestations, etc. Et là, j'étais pas mal impliqué dans les manifestations. Et puis, je me suis joint au mouvement étudiant. Alors, donc, au mouvement étudiant qui prenait des formes très diverses, mais pour beaucoup, dans les universités parisiennes, il y avait des gens qui prétendaient réfléchir à réinventer le monde. Et ça s'est un peu passé sur ce mode-là pendant quelques temps. Et moi, entre Sciences Po et la faculté de droit auquel je participe, enfin, dont je suivis les cours dans les deux cas, j'ai choisi plutôt la faculté de droit parce que c'était plus vaste, et puis qu'il y avait des contradicteurs, parce que l'extrême droite était très présente à Assas, et ça m'intéressait de voir la confrontation. Et puis il y avait plus de monde, il y avait 30 000 étudiants à la faculté de droit d'Assas, alors qu'à Sciences Po, c'était vraiment un petit groupe de gens assez choisis. Et donc j'ai passé, à partir du moment où les émeutes de la rue sont calmées, ou ont devenu intermittentes, bien qu'il y ait à peu près des manifestations presque tous les jours à cette époque-là. Mais il y a eu des gens qui se sont mis à tenter de réfléchir sur le monde, on appelait ça des commissions, et je me suis investi dans cet aspect du mouvement. Il y avait beaucoup de façons de s'investir. J'ai raté, par exemple, l'Odéon. L'Odéon, c'était certainement très intéressant. J'y suis allé quelques fois pour voir, mais j'ai raté les grands débats qu'il y a eu à l'Odéon à cette époque-là. Mais tout ce que je ratais, j'étais conscient de ce que je ratais après coup, et ça me donnait envie de rentrer plus avant et de comprendre mieux. Et grosso modo, ce mois de mai, il était un mois de maturation, mais aussi de travail collectif, parce que là où j'étais à la faculté de droit, se rencontraient des étudiants venant de toutes les universités parisiennes, toutes les facultés, il n'y avait pas encore d'universités distinctes, toutes les facultés parisiennes, et aussi de pas mal d'universités de France, pour essayer d'échanger les uns avec les autres, à travers des disciplines différentes, à travers des générations différentes, des profs et des étudiants, et tout d'un coup commençait à se passer une sorte de fermentation, d'une réflexion collective sur ce qu'il fallait faire de l'université.
cette jeunesse, la jeunesse du monde proteste. À peu À près, ce en moment-là, tout cas en Europe, Oui, tout à fait, tout à fait. même Elle proteste. en Tchécoslovaquie, il y Absolument. a eu des échos. Oui, oui. On a des échos, tout à fait. On a des échos parce que d'abord ils viennent. Ensuite, on sait qu'aux États-Unis, ça a commencé un an avant. Le SDS, les protestations de ce genre-là, parce que la guerre du Vietnam était un ferment de contestation et de révolte et de colère, parce qu'ils étaient appelés à aller sous les drapeaux, hein, les Américains, le draft. Et puis, petit à petit, ils viennent à Paris se joindre à ce mouvement ou s'interroger ou comprendre ce qui se passait des gens venant de partout ailleurs. Et puis, ce qui se passait à partir d'un certain moment, c'est qu'il y a un phénomène qui ne s'est pas passé ailleurs, qui s'est passé beaucoup plus rapidement à Paris, c'est la jonction avec le milieu ouvrier. Ça s'est passé vers le milieu du mois de mai. D'abord, la jeunesse ouvrière, tout d'un coup, considère que c'est quelque chose d'important qui se passe et elle s'implique, elle s'implique vraiment, parce que elle n'est pas intéressée. Elle s'implique, c'est-à-dire qu'elle se met en grève. Et donc, on a dans beaucoup d'endroits en France des grèves très importantes. Et alors là, les étudiants, ils sont tout d'un coup très... On sent que le mouvement prend une allure différente. Parce que quand ça commence par Sud Aviation, ça continue par d'autres, je ne fais pas la liste, ça, on la connaît par ailleurs, mais les usines s'impliquent, les grèves sont votées, on est au courant de ce qu'elles sont votées, des débats qui se passent. À un moment donné, il y a un groupe d'étudiants qui va, de ses mains fragiles, apporter la flamme de la révolution dans les mains du prolétariat. C'est les termes qu'ils emploient. Et on sent que cette rébellion change de niveau et sans doute de nature. Et là, je commence, pour moi, ce qui me concerne, à être plus intéressé parce que j'ai l'impression de participer à quelque chose d'historique. Quelquefois, on est surpris comme ça. Ça m'était déjà arrivé de participer à des événements historiques. J'avais traversé le canal de Suez en 1956. J'ai bien compris que c'était quelque chose d'historique qui se passait aussi. J'étais très jeune, mais là, je comprends aussi qu'il s'agit de quelque chose d'historique. Et ça m'intéresse. Et donc, je cherche à participer au mouvement tout en essayant de trouver l'endroit où le caractère historique du basculement, de l'événement, serait le plus proche de moi, de ce que je pense, de ce que je vis, de ce qui me concerne, et le plus intéressant à essayer à comprendre et puis à rentrer dedans, et puis suivre le mouvement tel qu'il se présentait. En même temps, c'était un moment où on voit une protestation contre la société, rejet de cette société de consommation, surtout en Europe, durant cette période. Après le retrait de la France de l'Algérie, on va dire c'est une période de décolonisation assez marquante. Ouais. Et puis, y a des jeunes qui quittent la société, qui veulent partir ailleurs, qui veulent découvrir d'autres modèles. Partir ailleurs, ça ne s'est pas vraiment passé à ce moment-là. Et le mouvement hippie des États-Unis ou de l'Angleterre avec la musique, oui. ou d'autres idéologies, si on peut dire, ou des pensées, oui. Ça arrive, il y a des échos, il y a des vagues. Arrive. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce mouvement hippie, c'est pour dire à quel point j'étais contradictoire un peu avant, parce que j'étais curieux de ce qui se passait dans le monde qui m'entourait, c'est-à-dire hors de France. La France m'ennuyait un petit peu. D'abord, je ne la connaissais pas très bien, parce que j'avais vécu quand même 10 premières années de ma vie à Madagascar. Et en France, je ne me sentais pas complètement chez moi non plus. Hein. Et donc, en 61, j'avais 16 ans, je suis parti en mobilette pour aller voir la Grèce. Voilà. Et c'était pas vraiment le mouvement hippie. Hein. Je savais ce que c'était, mais je ne peux pas dire que j'y participais. Mais voir d'autres rivages, ça m'intéressait déjà depuis un bout de temps. Et la Grèce, j'y suis passé du premier jour des vacances jusqu'au dernier. J'ai passé 2 mois et demi. Les vacances d'été étaient longues à ce moment-là. Et
J'ai essayé de me débrouiller seul. J'avais un peu de bourse, une bourse pour gagner ma vie. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc je me suis débrouillé seul. Et puis quand j'étais en Grèce, j'ai aussi travaillé. J'avais 16 ans. J'ai fait des boulots, des petits boulots. Et ça m'a aussi un peu ouvert les yeux. Je parle donc de quelque chose qui se passait avant 68. Et les années qui ont suivi, c'est pareil. L'année suivante, j'étais en Israël parce que je suis venu aussi découvrir que j'étais d'origine juive et que donc je voulais savoir ce que c'était Israël. Et après, après, il y a eu tout de suite j'étais au Maroc aussi. J'étais content de comprendre ce que c'était une colonie française qui était en train de s'inventer elle-même. On était peu de temps après l'indépendance. Et après, j'étais tout d'un coup, j'avais 19 ans, à Istanbul. Et alors là, j'ai observé le mouvement hippie. J'ai observé même une rencontre que je n'aurais pas su nommer dans ces termes-là quand je l'ai rencontré. C'est le croisement entre le mouvement beatnik et le mouvement hippie. Les beatniks, c'était la Beat Generation, c'était quelques personnes. C'était une trentaine de personnes en tout, on connaît leurs noms, c'était des gens remarquables. Ils ont été rendus remarquables par leurs écrits, parce que c'était aussi des poètes et des écrivains, mais ce n'était pas un mouvement de masse du tout, c'était un mouvement de réflexion, assez autonome de réflexion. Et de réflexion, d'invention, aussi d'écriture, hein, c'était un mouvement littéraire. Mais quand je suis arrivé à Istanbul, cette année-là, je vous dis 19 ans, c'était en 64, un truc comme ça, il y avait des vieux, des gens qui tentaient d'épouser le chemin de la Beat Generation, et donc qui étaient des gens qui me paraissaient vieux, qui avaient 30 ans, 35 ans, et puis il y avait aussi une jeunesse américaine, surtout américaine, un peu anglaise et un tout petit peu moins allemande. Mais ces trois origines géographiques, culturelles, elles cohabitaient, et c'était des jeunes qui étaient curieux de connaître le monde, et curieux de voyager. Les Américains, ils avaient un peu de l'argent paternel, et puis ils voulaient en profiter et beaucoup prenaient une année pour aller sur la route, découvrir le monde. Et ils ouvraient à Istanbul, et à ce moment-là, on pouvait aller en stop en Inde, hein. On pouvait aller voyager, faire des grands parcours. Donc la route s'ouvre. Et donc, les jeunes commencent à partir. Oui, les jeunes commencent à partir, tout à fait. Mais c'est partir pour découvrir, ou partir juste pour partir, s'éloigner de la société ou de... Je crois qu'on est passé un peu vite sur une de tes questions qui était la société de consommation. Cette jeunesse européenne, elle était un petit peu... elle s'insurge un peu contre les modes de vie qu'on lui impose, qu'on lui propose, qui sont des modes de vie liés à la fois à l'obéissance sociale, dans toutes ses dimensions, à la famille, à l'école, je sais pas quoi, dans le travail, dans les rapports amoureux. Il y a des phénomènes d'obéissance qu'on connaît bien. Et puis aussi la société de consommation dont tu parlais tout à l'heure. Et donc elle veut voir ailleurs, elle veut un peu... et puis il y a eu la guerre d'Algérie, maintenant les guerres du Vietnam. Elle repousse l'univers qu'on lui propose. Et donc elle va sur les routes pour essayer... elle ne sait pas très bien, à mon avis. Elle ne sait pas très bien. En tout cas, moi, je ne sais pas très bien si elle sait. Mais en tout cas, s'ouvrir au monde, découvrir le monde dans sa complexité, c'est certainement un appel du large. Et ça se sent chez les gens et ça se pratique. Hein, parce que les Américains, ils ont plus de pognon et donc ils partent plus loin. Les Anglais, ils connaissent déjà pas mal le monde parce que le soleil ne se couche jamais sur leur empire. Et les Allemands, ils ont vraiment des choses à rattraper de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. C'est avant-hier, la dernière guerre. Et donc, ils ont bien plus de maturité que les autres. Tu te sentais proche de ce mouvement, ces personnes-là qui... Oui, proche. Alors, encore une fois, je n'avais pas attendu qu'ils se manifestent pour aller sur la route. Mais la route que je faisais, elle était intermittente parce que je partais pour le temps des vacances. Après, j'ai essayé de partir sur la route pour de bon. Mais pour l'instant, je suis curieux, mais je suis encore accroché à mon pays, la France. Je pars l'été pour 2 ou 3 mois, mais je reviens. Chaque fois, je reviens. C'est donc pas vraiment la route, c'est
je vais renifler ailleurs. Et je vais renifler, somme toute, pas très très loin, parce que les endroits dont je te parle, c'est effectivement le bassin méditerranéen, jusqu'à la Turquie, l'Israël. J'étais dans les pays scandinaves aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais je ne vais pas encore sur la route des Indes, pas encore. Après, c'est un peu plus tard que je ferai ça. Mais tu m'avais dit que tu étais parti un peu vers l'Amérique du Sud, à la Oui. découverte de... Alors ça, c'est un petit peu après, effectivement. Après, le mouvement communautaire, je continue à m'y inscrire, à m'y impliquer. Et il se passe, il prend des formes diverses parce que je participe à un journal qui s'appelle Tout, qui est un journal que je trouvais intéressant. Je suis proche d'un mouvement qui s'appelle Vive la Révolution, qui est un petit peu un mouvement que maintenant on qualifierait d'anarchiste, mais je suis un peu plus anarchiste parce que c'est un mouvement comme les soulèvements de la Terre, c'est plus un mouvement qu'une organisation, Vive la Révolution. Mais on y a une parole assez libre et des gens assez divers y contribuent. Et puis, j'ai compris vraiment en 68, en revenant de Tunisie où j'avais passé l'été, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'est pas du tout ce que prétendaient apporter les mouvements dits révolutionnaires, les groupuscules révolutionnaires qui voulaient créer une organisation révolutionnaire pour conduire le prolétariat à la prise du pouvoir. Ça m'intéressait pas du tout, je trouvais ça même archi prétentieux et nul, mais ce qui m'intéressait, c'est de vivre une époque qui s'annonçait prometteuse en transformation et en jouissance de la vie, surtout, en jouissance de la vie. Et donc, je participe au mouvement des communautés, je suis très proche du mouvement de libération des homosexuels dont je ne suis pas, mais qui me paraît intéressant. Les copines que je fréquente veulent libérer les femmes de tout ce qui les oppresse et les opprime et les exaspère. Et donc c'est ça la partie du mouvement qui m'intéresse. Et à un moment donné, dans ce mouvement un peu communautaire, inventif et anarchiste, je vois se dessiner l'opportunité d'aller ailleurs. Et c'est à ce moment-là que d'abord, je m'associe, comment dire, je m'acoquine avec une fille dont j'étais amoureux. On a un enfant et j'ai pas envie que cet enfant, nous n'avons pas envie que cet enfant naisse dans le contexte social que nous dénoncions. Et donc, on arrive en fin 72. Notre enfant naît en septembre 72 et en fin 72, on part. Et on commence par partir dans la direction du Maroc en espérant continuer vers l'Afrique. Ça marche pas. C'est une erreur d'orientation. Ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas aller très loin à partir de l'Afrique avec un bébé. Donc, quel âge il a Elle a 2 mois quand on part. Et ensuite, elle grandit. On traverse l'Espagne, c'est 1 mois de plus. On arrive au Maroc, on s'installe, on passe 3 mois au Maroc, on s'installe dans une petite maison au bord de la mer que nous loue le cheikh de Bougra pour pas cher. Et donc, on s'installe et puis on invente un mode de vie un peu différent. On va faire le marché dans un souk voisin, on revient, on va au bain turc, on fait connaissance, on a un ami marocain avec qui on partage notre existence. Et là, nous revient l'envie de partir. Se consolide l'envie de partir, mais pour de bon. Mais enfin, c'est un premier départ quand même. C'est un premier départ et ensuite on revient en France. J'oublie un épisode, c'est qu'à plusieurs, on a voulu construire un bateau pour partir en bateau. Finalement, c'est pas le choix qu'on a fait. Le bateau se construit, on a contribué à le bâtir, à le construire, à le fabriquer, mais avec ma compagne, la petite qui commence à avoir 10, 11 mois, on décide d'aller en Colombie. Et il s'agit un peu d'un hasard. Ma copine, elle prétendait faire un travail de recherche sur la terre en Colombie. On trouve que c'est un truc intéressant. Et on part en Colombie avec
un peu de réserve que j'avais accumulée parce que j'avais bossé dans un institut d'urbanisme. J'avais un peu de fric dans la poche. Et on part en Colombie. Voilà, un peu au hasard, avec une petite fille, un petit bébé, des vêtements de rechange, 2 passeports et puis quelques projets d'aller s'installer, peut-être en Colombie, peut-être continuer à voyager. Et là, on entame un parcours qui a duré, si on compte tout, si on met bout à bout le premier départ du Maroc jusqu'à ce moment où on commence à s'installer en France, ça fait 6 ou 7 ans de faire la route pour de bon. C'est-à-dire que on part pour de bon, on laisse derrière nous ce qui nous permettait de gagner notre vie en Europe, on gagne notre vie sur place, on rencontre des gens différents. En Amérique du Sud d'abord, on passe 1 an entre la Colombie et le Venezuela. En Colombie, on ne peut pas gagner sa vie. Mais au Venezuela, on le peut, et on gagne notre vie en vendant des objets qu'on fabrique sur place, en les vendant dans la rue. C'est-à-dire, c'est vraiment là la vie de hippie. Et on découvre qu'on fait partie d'un mouvement qui est très vivant en Amérique du Sud, contrairement à ce que j'imaginais, très vivant, rendu vivant par des gens qui ne quittent guère l'Amérique du Sud, mais quelquefois ils y arrivent, mais donc dans ces 2 pays qu'on fréquente bien, la Colombie et le Venezuela, on rencontre des gens qui sont aussi sur la route. Et ça, c'est une découverte et une surprise. Et des gens qui font partie de la même jeunesse que nous, c'est-à-dire des gens qui sont souvent des gens qui viennent des milieux un peu favorisés. En Colombie, il n'y a pas de classe moyenne, mais c'est des gens de classe sup, mais qui sont en rupture assez franche avec leur milieu social et ce qui les attend dans la vie. Et c'est avec ces gens-là qu'on se lie et qu'on continue. Et donc après, j'essaie d'aller vite pour de brûler les étapes pour qu'on arrive à l'Inde, mais de la Colombie et du Venezuela, on remonte à travers l'Amérique centrale, ça prend encore 4-5 mois, on arrive au Mexique, où j'ai rendez-vous avec un type que je connaissais, dont j'ai fait la connaissance avant, en Colombie, un type très intelligent et sympathique, qui m'accueille au Mexique et qui me dit « mais restez un peu plus longtemps, vous n'allez pas faire juste... » Et on reste 5 mois au Mexique. Et puis ensuite, on quitte à la fois Mexico, on va passer 1 mois sur la côte, et on a envie de connaître vraiment l'Amérique du Nord. Je ne connaissais pas l'Amérique du Nord à ce moment-là. Et on entre en Amérique du Nord avec quelques sous grappillés en vendant des trucs dans la rue en Amérique du Sud, en Amérique latine. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais on est déjà assez marginaux et assez proches du mouvement hippie. Et on est accueillis en Amérique du Nord, à San Francisco. D'abord à San Francisco, qui n'est pas un endroit tout à fait anodin. On est dans la poursuite du mouvement insurrectionnel, je ne sais pas comment l'appeler, mais de révolte de San Francisco, qui a eu lieu 10 années auparavant. Les Diggers. Et au moment où on arrive, ça n'existe plus avec cette vigueur. Mais ça existe encore un peu. En particulier, le mouvement de libération des homosexuels est extrêmement vigoureux. Et des femmes aussi, extrêmement vigoureux. Et aussi des blacks très, 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 très revendicatifs. Et donc, c'est vraiment une période d'effervescence à San Francisco. Et ça nourrit un petit peu le mouvement hippie. En tout cas, ouais. Et à partir de là, donc le monde est accessible. À partir de là, le monde est accessible, mais oui, il est accessible. Et nous posons la question à San Francisco, alors qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'Est ou vers l'Ouest? Et vers l'Est, c'est retour en Europe. Vers l'Est, c'est le retour en Europe. Vers l'Est, c'est le retour en Europe. C'est traverser l'Amérique, c'est très tentant. Et retourner, après, une fois qu'on a retraversé l'Amérique, il ne reste plus que l'Atlantique à repasser. Non, mais on choisit d'aller dans l'autre sens et de traverser le Pacifique. Et donc, on accumule un peu d'argent en travaillant à San Francisco et en travaillant
façon hippie aussi. On travaille la nuit, on loue une maison avec des Américains, des gens qui sont proches de nous, mais qui sont des gens qui sont issus du milieu de la révolte étudiante san-franciscaine, et donc on habite avec eux, et nous on bosse le soir, et le matin, dans la journée, on va vendre à 2 périodes de l'année, c'est à la période de Noël et la période de l'été. Et quand arrive l'été, après l'été, on pense que c'est le moment de décoller, et on décolle, c'est février d'ailleurs. On a fait un an, on a fait le tour du calendrier, on est parti 1 an. San Francisco s'en va, Ouais. vous décidez la direction, vous cherchez. On part quelle vers direction, l'ouest, oui. vous traversez le Pacifique. Pacifique, oui. Et En avion. En avion, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Les cargos sont trop chers, c'est pas possible de faire. Enfin, c'est guère possible de faire autrement, à moins de vraiment chercher. Donc, on part en avion, on fait deux stops, un à Hawaï et un autre au Japon, qu'on voit de loin, mais on ne s'arrête pas. C'est un choix un peu idiot de passer au-dessus du Japon et de ne pas s'arrêter, mais bon, on avait choisi de s'arrêter à Hong Kong. Et à Hong Kong, on n'y reste pas très longtemps, on y reste 3 semaines, parce qu'on rêve d'aller en Chine. en quelle année ça? Et là, on est en 60, fin 60, on est 76, non, début 76, au printemps 76. Et donc, on entre à Hong Kong. J'espère pouvoir gagner un peu d'argent. Je m'aperçois que c'est beaucoup plus difficile que ce que je croyais. C'est un pays très contrôlé par les Britanniques. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller en Chine. Et j'ai plusieurs tentatives qui sont malheureuses, qui sont sans doute maladroites, mais on ne peut pas aller en Chine aussi facilement que ça à partir de Hong Kong. D'abord, je vais à une agence de tourisme de la Chine continentale, et je vois un grand escogriffe chinois, un type extrêmement bien habillé, qui me répond dans un anglais impeccable, et je lui dis, je voudrais aller en Chine. Il me dit, mais vous êtes en Chine. Alors je dis, vous m'avez pas compris, je voudrais aller en Chine. Ici on est à Hong Kong. Il me répète, mais vous êtes en Chine. Alors je lui dis, mais je voudrais aller donc en Chine continentale, dans la Chine, la Chine communiste. Il me dit, vous savez, c'est très difficile, on se perd en Chine, vous n'y arriverez pas, personne ne parle autre chose que le cantonais, et vous n'avez aucune chance. Alors j'insiste un peu, puis finalement je comprends que j'y arriverai pas, et on décide d'y aller sans visa. Et je ne sais pas si quelqu'un me l'a dit, mais il m'a dit que c'était vraiment très facile. On se met dans le train, puis on arrive en Canton. Et donc on se met dans le train, on achète un billet pour Canton, on se met dans le train, donc une petite famille de blancs, européens visiblement, et on se met pour aller à Canton. On a un billet pour Canton, 2 billets pour Canton, dont plus un bébé. Et puis ça se passe bien jusqu'au moment où à la frontière, des officiers à la casquette passent et nous repèrent et nous disent non, ils nous disent en cantonais, hein, non, vous descendez. Alors on dit, mais on va à Canton, nous, on a un billet pour Canton. Non, ils nous font descendre, et donc deuxième tentative, deuxième échec. On n'a pas été en Chine. On n'a pas été dans la Chine continentale qui nous intéressait, mais quand même assez 2-3 semaines un peu plus de 3 semaines à Hong Kong. J'ai passé Macao parce que ça m'intéressait un peu moins, et puis on n'avait pas trop d'argent pour faire des side trips. Donc on revient à Hong Kong, et là on prend un bateau pour Singapour. On passe donc 10 jours sur la mer. Alors on change un petit peu de mode de voyage, enfin. Et on arrive à Singapour, et là on passe du temps à Singapour, et puis là on passe en Malaisie, en Thaïlande, on passe plusieurs mois, et jusqu'au moment où on n'a plus de sous. Et là, il faut choisir, je sais pas quoi, enfin il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a un pays où j'essaye de trouver un job à Singapour. On me dit oui, des cours d'anglais, vous pouvez donner des cours d'anglais. Et
c'est 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et puis je comprends que Singapour, c'est pas un pays pour moi, c'est un pays très 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 organisé, très raide. L'idée de donner des cours 5 jours par semaine, 8 heures par jour, ça me paraît vraiment une folie. Comment on peut donner des cours à ce rythme-là? Et bref, je cale là-dessus. Et donc on décide avec l'argent qui nous reste d'aller en Australie. Aux États-Unis, j'ai fait la connaissance d'Australiens, en particulier d'une Australienne avec qui je suis resté lié longtemps. Et elle me dit, mais l'Australie, c'est un pays de cocagne, on peut bosser comme on veut. Et puis c'est un pays ouvert, c'est un pays intéressant, allez-y. Il nous reste juste assez d'argent pour aller dans une ville d'Australie dont nous ne savons même pas où elle est située, à l'est ou à l'ouest, et ça s'appelle Perth. Et on prend 2 billets pour Perth. Et au cours du voyage, on s'aperçoit qu'on va à l'ouest. J'aurais préféré aller dans les grandes villes de l'Est, Sydney, Melbourne, etc. Mais bon, on est dans l'avion qui va à l'ouest. Et puis on débouche à Perth avec pas beaucoup d'argent, je ne vais pas sur les détails. On se met à travailler, on trouve du taf, on trouve des copains, des réseaux. On y passe 1 an et demi. Et avec aussi cette question, est-ce qu'on s'installe, est-ce qu'on s'en va? Il y a beaucoup de tentations pour s'installer parce que c'est effectivement un pays ouvert, c'est un pays où on peut se réinventer. Il est là pour ça. On connaît des gens qui le font. Mon job principal, c'était d'être prospecteur. Je prospectais des métaux. J'ai fait beaucoup d'autres jobs, mais le truc qui m'a permis de gagner un peu d'argent, c'était d'être prospecteur. Et c'était un métier d'aventure, et puis ça me donne envie d'en faire plus. Mais ma copine, elle a un peu de nostalgie pour la France. La petite fille, elle commence à avoir 4-5 ans. Elle ne sait plus où elle appartient, elle ne sait plus très bien. On se dit peut-être un séjour en Europe serait pas mal. Et on s'oriente dans une autre direction, c'est retour en Europe. Mais on prend le temps. On prend le temps. Et le premier temps, c'est de passer par Madagascar, où j'ai passé 10 ans de mon enfance. Et on prend un avion, encore une fois, on fait une étape à Maurice, l'île Maurice, et puis on va à Madagascar. Et là, encore, on fait un grand parcours autour de l'île, découverte de rencontres, je rencontre des gens que je connaissais, je fais des choses qui m'intéressaient, je passe sur des détails, je bosse pas. Et puis, à un moment donné, il faut s'arracher, on continue pas. Madagascar, c'est pas un pays où on peut rester. Et donc, on prend on avait pris en Australie un billet d'avion open pour aller jusqu'à Paris. Mais open assez cher, mais open assez libre aussi. Et donc, de Tananarive, on s'envole vers le Kenya. On passe quelques semaines au Kenya. Du Kenya, on s'envole de nouveau vers la Grèce, où un de mes vieux amis m'attend. On passe encore quelques semaines et finalement, on retourne à Paris. Et on est 10 ans après 1968, on est en 78. On n'a pas encore bouclé le mode de vie hippie. On n'a pas cessé de faire la route, mais on est, en tout cas chez nous, un peu. En tout cas, on assure que c'est chez nous, mais on ne se sent pas du tout chez nous. Et à Paris, on me propose du taf, mais j'ai pas du tout envie de rester à Paris. Et vers le midi, on continue un peu à être sur la route pendant l'année qui suit. Et durant chemin faisant, pendant quand même plusieurs travail, et tu te sens libre, beaucoup plus libre qu'avant. Et donc c'est un choix de... Ah non, c'est-à-dire que j'ai complètement adopté le mode de vie hippiaque, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est la liberté, c'est d'être libre de nos mouvements, de nos pensées, de nos rencontres. Et pendant toutes ces années-là, je disais 6-7 ans, on construit notre liberté en travaillant où ça nous chante, en rencontrant qui nous intéresse, et par exemple, une discipline que je m'étais imposée pendant tout ce trajet-là, c'est où qu'on arrive, on se met à apprendre la langue. Et donc, à Hong Kong, j'ai pris un manuel du cantonais, tac,
ça m'a intéressé d'apprendre le cantonais. En Malaisie, j'essayais d'apprendre le malais et je découvrais les similitudes avec le malgache que j'avais parlé dans mon enfance. Enfin, partout, on essaye d'apprendre les langues qui sont... Et puis on est libre, c'est-à-dire qu'on est sans attache, on se définit comme des voyageurs. Et on distingue les humains, pour nous, c'est très naïf, très naïf, mais entre les nomades et les sédentaires. Et on voit tous ces gens qui restent, quand on s'en va, comme des sédentaires. Et on les plaint, on trouve qu'ils sont attachés, qu'ils sont rivés à leur terre, à leur métier, à leur destin, à leur famille, à leurs amours. Et nous, on est libres. Et nous, on s'en va quand on veut. C'est naïf, encore une fois. Je ne veux pas prétendre que c'est... Mais c'est aussi quelque chose qu'on emprunte au mouvement hippie et qui nous paraît important et précieux. Tu croisais des gens qui s'intéressaient aussi à apprendre une langue ou qui s'intéressaient à la population locale dans ces pays? Oui, partout, on a rencontré des gens de cette sorte. Est-ce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt simplement par la société qu'ils traversaient, ou ils ne faisaient que traverser, ou vivre en autarcie? Il y avait eu des gens un peu comme ça. Oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu par exemple le tourisme cannabique. On l'a croisé à plusieurs reprises sur notre route, mais je l'avais croisé un petit peu avant parce qu'à un moment donné, je suis passé vite dessus, mais j'étais allé en Afghanistan pour essayer de comprendre ce que c'était l'Afghanistan, aussi parce que je croyais découvrir quelque chose de neuf en y passant 2 mois. Je suis resté un peu plus longtemps que ça en voyage, mais c'était assez immature. Mais par exemple, au long du parcours où je prétends avoir fait la route, j'ai rencontré toutes sortes de gens, croisé toutes sortes de gens. Et les plus extravagants et les plus, fausse monnaie aussi. Parce que les gens qui quittaient leur confort familial et qui allaient passer quelques mois soit en Inde, soit en Afghanistan, l'Afghanistan je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais soit sur le chemin en Australie, et qui retournaient chez eux avec le confort qu'impliquaient les ressources de la famille, il y en avait pas mal. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui... Par exemple, en Australie, on a rencontré beaucoup de gens qui venaient trouver une vie nouvelle. Et ça nous a beaucoup intéressé, cette idée de s'ancrer là. Et j'ai même construit avec un ami un projet de s'installer dans un coin d'Australie pour fonder une communauté, un village, inventer un mode de vie nouveau. On n'était pas loin de faire ça. Et partout sur la route, on a rencontré des gens de cette sorte. Et de toute façon, on se flaire les uns les autres. Hein. Et puis on a rencontré des gens qui nous ont beaucoup aidés sur la route. Parce que quand on arrive sans sous, il y a ceux à qui on demande de l'aide et qui nous disent excusez-moi, on ne peut pas. Et des gens à qui on emprunte de l'argent qui disent attends, dans l'état que tu es, tu ne vas pas me rendre 20 $. Donc qui abolissent les dettes. Et des gens qui nous filent à bouffer. Et des gens qui nous accueillent. Une femme qui tenait une petite auberge en Australie pour les migrants. Parce que beaucoup de gens viennent migrer en Australie et qui nous voient avec la petite et qui voient qu'on n'a pas d'argent et qui voient que le matin, on prend un petit déjeuner et que grosso modo, en attendant le petit déjeuner suivant, il n'y aura rien, on ne mangera pas. Elle voit la petite et la petite, elle a toujours mangé à sa faim. On s'est toujours débrouillé pour qu'elle fasse 3 repas. Mais quelquefois, c'était bien juste. Et des gens qui nous ont... La fille, elle nous a dit, vous me payerez quand vous aurez de l'argent. Et quand je pense à ces gens-là, et on en a rencontré beaucoup sur notre route. Parmi les voyageurs, donc comme vous êtes partis loin, est-ce qu'il y avait des gens qui arrivaient dans un pays, quel que soit le pays, hein, que ce soit en Colombie, au Mexique ou ailleurs, est-ce qu'ils gardaient une distance par rapport à la population locale? Est-ce qu'ils les méprisaient? Est-ce qu'il y avait méprisé, parfois... je ne sais pas, mais par exemple, si on revient au mouvement beatnik, les beatniks, quand ils étaient à Mexico, ils se rencontraient entre eux, ils connaissaient très peu le mouvement, la société mexicaine. Et on en a rencontré beaucoup, des gens comme ça aussi. Enfin, certains. Mais très vite, c'était pas des gens, ça nous intéressait pas trop. Quelquefois, c'était des gens qui étaient intéressants pour d'autres raisons.
des gens qui écrivaient, ou d'abord ils étaient un peu plus âgés que les gens de ma génération. Ils étaient intéressants de ce point de vue-là, parce qu'ils avaient un peu roulé leur bosse, des gens du genre Allen Ginsberg, il y en avait pas mal, des gens ou Alan Watts, des gens comme ça. Et c'était des gens qui étaient... Mais nous, on était attirés par les gens qui étaient épris de liberté. C'était ça, c'était la quête de la liberté, et d'une liberté qui était à la fois une liberté de pensée, de mœurs, d'éducation, de regard aussi. On voulait inventer notre regard et être libre de l'inventer. Justement, Allen Ginsberg, Oui. il va à Calcutta, Tout à fait. en Inde, Tout à à la fait. rencontre des poètes ou d'autres... Il a rencontré les baouls. Et par exemple, à Calcutta, j'ai rencontré un baoul qui m'a dit, un type d'une assez grande notoriété dans le monde baoul, qui m'a dit, on a rencontré quelqu'un de chez vous, on a rencontré Allen Ginsberg, et c'était très intéressant, et on l'accusait d'être l'Américain le plus baoul, et nous, on se prétendait des beatniks, les baouls des beatniks. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de commun entre les uns et les autres. Il y avait ça aussi, on l'a frôlé, côtoyé, quelquefois on y est un peu rentré dedans. Et ces gens-là étaient des gens intéressants, c'est sûr, hein. Mais encore une fois, ce qui nous intéressait, nous, c'était le mouvement, c'était la route. Marcher, changer, etc. Je dis ça avec légèreté. Ma fille aînée, donc qui avait 2-3 mois quand elle est partie, et qui avait grosso modo 6 ans, presque 7 ans, quand on a décidé de reprendre une existence plus régulière, j'allais dire normale, elle me reproche un peu cette période, parce qu'elle quittait ses amis, elle quittait les enfants, ils n'ont pas toujours envie de partir, c'est pas ça qui les intéresse. On ne demandait pas cet avis, on croyait que ça lui ferait du bien, on croyait que ça la formerait d'une façon. C'est sans doute vrai, c'est une femme très très forte, puissante, elle s'adapte très facilement. Maintenant, elle est américaine, elle vit en Amérique, aux États-Unis. Mais elle me reproche, à moi, plus qu'à sa mère d'ailleurs, de l'avoir privé d'une enfance, comment dire... dans une structure stable. Oui, et surtout sans souci, insouciante, d'une enfance insouciante. Elle n'a pas eu une enfance insouciante. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une question que j'ai captée après, parce qu'elle me l'a dit beaucoup plus tard, quand elle était une adulte complète, et qu'elle m'a dit « Papa, tu as fait des mauvais choix. Pour moi, tu as fait des mauvais choix. » Et elle me le dit quelquefois, et elle m'en veut un peu. On a retrouvé des bons rapports, mais elle m'en veut un peu de mes mauvais choix. Et les mauvais choix, pour elle, pour une enfant, c'était la route. Comme quoi, quelquefois, on croit bien faire et il faut des conneries. Il y a une deuxième étape dans ta vie où tu t'intéresses vraiment à l'Inde. Oui. Et tu partirais un peu à la quête d'une sorte de spiritualité ou une recherche de soi. Oui, ça c'est effectivement, il y a un deuxième moment où ça m'arrive, où c'est en tout cas une recherche de moi. Je ne sais pas si c'est arrêté, mais en tout cas, quand nous quittons, donc on arrive à Paris, ça marche pas, on va faire un moment où on est encore dans une situation instable dans les Corbières, où j'habite maintenant, mais dans un autre village. Et je vis de briquet de broc, d'expédients. Je suis ouvrier agricole, je taille la vigne. Enfin, je fais des trucs qui ne sont pas encore installés, pas du tout installés. Et à un moment donné, ma compagne, elle craque. Elle craque. Franchement, je ne donne pas les détails, mais elle craque, c'est plus possible. Et dans ce cas-là, on décide d'aller s'installer. Je décroche un job mal payé à Toulouse, et on décide d'aller à Toulouse, de louer un appartement, d'exercer un travail rémunérateur et payé de façon un peu régulière, et on change. Là, on fait plus la route. Mais ceci dit, ça m'abandonne pas complètement, et très vite,
fait, moi, je m'intéresse à la pratique du yoga. Je ne veux pas dire que la route et le yoga sont liés. En tout cas, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas encore compris ça. Et je pratique de façon assez intensive. Et très vite, dans la pratique du yoga, quelques années après, il me vient à l'idée que apprendre le yoga en Europe, c'est bien, c'est possible. Beaucoup de gens le font. Mais si on veut vraiment comprendre ce que c'est, il faut aller en Inde. Et c'est à ce moment-là que je commence à voyager en Inde. Et tu connaissais déjà des gens ou... Non, je connaissais personne. Je connaissais les gens du yoga. C'est une autre découverte. C'est une autre découverte. C'est un autre chemin. Un autre chemin, oui. Oui. Je connaissais personne. Qu'est-ce que tu découvres là en voulant pratiquer du yoga? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le yoga. Et je ne comprends pas très bien ce que c'est le yoga. Je crois que c'est une gymnastique bienfaisante. Je crois que c'est, je sais pas quoi, une quête de spiritualité, comme on dit. Et moi, je ne suis pas tellement genre spirituel, mais je vois autour de moi des gens qui cherchent dans cette direction, dans le yoga que je pratique à Toulouse. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais je le pratique. Et quand je décide d'aller en Inde pour voir ce que c'est, je vais rencontrer des maîtres de yoga en Inde. Et là, je comprends que entre faire la route, la spiritualité et le yoga, il y a des affinités. Je comprends qu'il y a des... J'arrive pas très bien à comprendre. Encore une fois, je suis très très naïf, mais je comprends qu'il y a des affinités et j'ai envie de creuser ça. Et donc, je vais régulièrement passer 3, 4 semaines en Inde pour rencontrer des gens qui pratiquent le yoga et qui peuvent m'enseigner des bribes de yoga. C'est comme ça que je vois les choses. Et effectivement, je rencontre des maîtres de yoga. J'en rencontre d'abord à Rishikesh, où je vais une fois ou deux. Et ensuite, je rencontre en France un maître de yoga qui est originaire de Madras. Et j'ai un peu suivi son enseignement par morceaux décousus en Europe, et je vais le retrouver en Inde. Et là, je pratique le yoga, j'essaie de comprendre mieux, j'essaie d'approfondir, d'étudier les textes, de comprendre. Et là, je comprends qu'il y a aussi, dans le yoga, une approche, une quête de la liberté, qui porte un nom différent, moksha, mais une quête de la délivrance, qui correspond à des choses que j'ai vécues par ailleurs sur la route. Enfin, je suis un peu schématique en disant ça, hein, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, mais il y a quelque chose d'autre qui m'attire dans cette direction. Et à travers cette expérience, tu rencontres plein de gens et puis tu atterris au Bengale. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long parce que je rencontre pas plein de gens. Je rencontre des gens dans le monde du yoga, mais je rencontre pas d'Indiens de ma culture. Et je dois dire, ça me frustre un peu parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais parmi ces gens qui pratiquent le yoga? Parmi les gens qui pratiquent le yoga, je rencontre des gens, d'abord très peu d'étrangers, hein, parce que dans les ashrams indiens un peu authentiques, il y a quelques étrangers quelquefois, Rishikesh en particulier, mais là où je vais à Madras, il n'y a pratiquement pas d'étrangers. Hein. Et j'essaie d'approfondir. À un moment donné, je vais de nouveau dans l'Himalaya pour suivre un maître de yoga, Sundarananda, qui était le condisciple de l'homme qui m'a enseigné le yoga en Europe, qui est un Européen, qui est un Français. Et ils ont été 3 à étudier ensemble auprès d'un maître de yoga, un vrai maître de yoga. Et à un moment donné, je retourne dans le nord de l'Inde pour rencontrer ce type-là. C'est pas pour une très longue période, ça se passe pas très bien non plus, parce que le type me prend pas au sérieux, j'ai une mauvaise pratique, dit-il, il m'engueule, etc. Et à un moment donné, me vient, c'est là qu'arrive Calcutta, l'envie de connaître les gens de ma culture, parce que je sais qu'ils existent en Inde. Et c'est notre amie commune, Carole, qui me dit, mais viens donc à Calcutta. À Calcutta, je te donne 3 adresses, et les Bengalis sont des gens très hospitaliers, et surtout, ils ont beaucoup d'affinités avec l'Europe, et ils seront contents de rencontrer quelqu'un comme toi.
Et là, je vais à Calcutta, et on est en 2008, et je débarque à Calcutta, et je rencontre un ami de Carole, qui s'appelle Dipankar, et Dipankar me met en relation avec des gens qui... Alors je raconte un peu ma vie à Dipankar, et je rencontre des gens qui sont... Alors je découvre par des amis d'amis, à ce moment-là je ne sais pas encore qu'ils deviendront des amis, mais certains le deviendront, en tout cas des Bengalis, je découvre que... en même temps que nous nous parlons, sur une terrasse d'hôtel de Calcutta, il se passe dans la ville un mouvement considérable, qui est un mouvement politique important, et qui est dû à ce qu'un grand industriel indien, Tata, a besoin de développer son industrie et veut inventer la nano. Une petite voiture, pas chère, à construire en Inde et à diffuser dans l'Asie du Sud-Est. Et c'est un projet sur le plan politique très intéressant, pour l'Inde très intéressant, mais c'est un projet qui implique de sortir de chez eux plusieurs centaines de milliers de Bengalis, leur faire quitter leur terre pour qu'une énorme usine s'installe et fasse venir des gens partout en Inde pour y travailler, aussi des Bengalis. Hein. Mais en tout cas, c'est pas des paysans bengalis qui vont sortir qui sont chassés de leur village, qui vont travailler dans l'usine. Effectivement, l'idée qui est, je trouve, une idée politiquement pour l'Inde géniale, mais qui quand même se fait sur le dos de centaines de milliers de Bengalis, c'est Tata qui la réalise. La terre est en jeu. Ouais, la terre est en on jeu. construit les vastes réseaux d'autoroutes en Inde. Pas encore. C'est encore. impoli, et l'automobile et la route, où est-ce qu'on va circuler Voilà, en tout cas, le projet de Tata, c'est de faire cette petite voiture pour l'exporter, aussi pour nourrir la population indienne qui a envie de ça, et puis après peut-être devenir un champion de la fabrication d'automobiles. Donc ils veulent mettre la main sur un morceau de terre, ça c'est Singur. Et après, il y a un autre projet qui se greffe dessus, c'est un projet qui est conçu par des gens qui viennent Singur et Nandigram, voilà, qui sont liés à des industriels ou des financiers plutôt indonésiens, et on ne sait pas très bien ce que c'est ce projet-là, mais c'est aussi déraciner une quantité très importante de paysans bengalis de leurs terres. Et donc, entre Singur et Nandigram, ça fait une mauvaise habitude qui commence à être prise par des gens qui veulent transformer le Bengale en un pays... Une zone industrielle. Zone industrielle vaste et capable, parce que les Bengalis sont des gens cultivés, ils apprendront vite, ils apprendront la finance, ils apprendront l'électronique, ils apprendront l'informatique, et effectivement, ça s'est passé comme ça. Hein. Mais sauf que ils n'avaient pas compté dans l'ambiguïté des gens qui dirigeaient le Bengale alors, qui sont les babous qu'on connaît, qui sont les gens du Parti communiste indien, qui sont des gens très éduqués, qui sont des gens savants, tu les connais mieux que moi, et qui se pensent comme des gens qui vont protéger la population bengali, et qui pensent qu'ils ont suffisamment bien fait les choses jusqu'à maintenant, ils en sont à leur 34e ou 33e année de gestion politique du Bengale. Hein. C'est donc quelque chose d'important. Hein. Et ils pensent que sur la foi de leur réussite politique dans le Bengale, la population bengali va applaudir leur projet industriel. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Le reste, on le connaît. Les paysans se révoltent et la population urbaine du Bengale prend fait et cause pour les paysans. Et ça, c'est un phénomène qui m'a vraiment très très étonné et qui m'a beaucoup intéressé. La classe favorisée bengali, des gens
de haute caste, haute classe, classe élevée, ils prennent fait et cause pour les paysans. Et je ne comprends pas le lien qu'ils y attachent, et c'est ce que je vais essayer de faire pendant les années qui suivent. En tout cas, je vois les choses basculer, et je trouve que c'est quelque chose qui mérite que j'y passe quelque temps. Et pendant les années qui suivent, je vais les consacrer à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, tu vois que les gens sur place au Bengale, ils voient que leur terre ou la terre est en danger. La terre est en danger, c'est ça. Leur terre est en danger, et je rencontre des gens, par exemple dans l'enquête que je fais, je vais rencontrer des gens très différents. Je vais rencontrer beaucoup de paysans. J'étais introduit par Debal, par exemple, Debal Deb. J'étais introduit par d'autres gens. La première fois que j'étais dans Schunderman, c'était à cette occasion-là. J'étais introduit par Chamantok. J'ai été introduit par Anou Gelé. J'étais introduit par ces gens-là qui m'ont fait connaître des paysans et qui m'ont fait les rencontrer. Et j'ai passé, je ne parle pas bengali, moi. J'ai pas eu le temps de l'apprendre. Et puis peut-être que j'étais trop paresseux, peut-être que j'étais trop vieux pour l'apprendre, mais en tout cas, je ne l'ai pas appris. Et chaque fois, j'ai droit, des amis me proposent de m'aider dans mon projet, et des balles qu'on consacre des journées à me faire rencontrer des paysans autour de son premier Basuda, quand il était encore au Bengale occidental, et d'autres paysans, et beaucoup de gens m'aident. Et je recueille un grand nombre de paroles de paysans, d'urbains déracinés, de poètes, d'historiens, d'industriels, de professeurs, de gens de l'université, de libraires, beaucoup de gens très très différents, et je leur demande, je les interviewe, quel est votre rapport à la terre? Quel est votre rapport à la terre? Je ne leur demande pas de donner des opinions, mais qu'est-ce que pour vous, la terre, qu'est-ce que c'est? Et ils me répondent, et c'est le livre que j'ai écrit, dont je t'ai passé une copie. Et, dont le titre est The Poetics of Land. Oui, The Poetics of Land. Oui. Donc, tu trouves, il y a cette conscience. Oui, j'ai cette conscience. Ce lien j'ai cette conscience entre la terre et l'homme. Oui. Il y a une sorte de poésie, même à travers le mouvement contestation. Tout à fait. À travers le mouvement de contestation, il est d'abord il est complexe parce que des Naxalites s'investissent dans ce mouvement-là, j'en rencontre. Mais moi, j'avais l'idée d'appeler ça Poetics of the Land, c'est-à-dire une poétique de la terre. Et c'est Chamantok qui me dit non, c'est pas ça, c'est The Poetics of Land, c'est-à-dire la poésie de la terre. Et je trouve que, de toute façon, Chamantok, c'est un homme génial, et il m'a beaucoup aidé aussi à écrire ce livre. Il me l'a corrigé je voulais qu'il soit écrit dans un anglais bengali, et je crois qu'il m'a aidé vraiment à le faire, c'est-à-dire que l'anglais que j'utilise, qui avait été corrigé par une Irlandaise, c'était une fille qui connaissait bien la langue britannique, mais lui, Chamantok, il me l'a corrigé pour qu'il soit en anglais bengali. J'étais très très content. Et voilà, donc pendant les années qui suivent, moi je retourne régulièrement, 2 ou 3 mois par an au Bengale. Je traverse un peu de part en part, j'entrevois des gens, il y a des gens qui m'aident, des gens, certainement parmi les gens qui m'ont aidé, il y a des gens que tu connais. Et c'est un moment très important pour moi, parce que je découvre quelque chose, je découvre d'abord le Bengale, mais aussi les Bengalis. Et à un certain moment, j'ai des discussions politiques très très intenses. En 2009, par exemple, le mouvement est encore montant, le mouvement de protestation. Et donc, je parcours Calcutta d'une Ada à l'autre. Et je vais d'Ada en Ada. Ada, c'est le débat, le discours, c'est tu le traduirais mieux que moi, mais c'est très très bengali comme façon d'exprimer, mais c'est le moment où on se parle, où on invente par la parole, on refait le monde par la parole. En quelque sorte, presque 4 décennies plus tard, tu te retrouves encore dans une ambiance
Tout à de fait. déchaînement de la violence, le rapport à la société, industrialisation, Tout à fait. société de consommation que les gens finalement Absolument. rejettent. Voilà. Je vois ça comme, je le vois comme une résurgence de ce que j'ai vu dans les années 68, 70, 74, enfin 73, moi je suis parti, et aussi comme quelque chose qui me rappelle ce qu'on racontait de la Révolution française, où il y avait des cafés, où les gens parlaient dans les cafés, c'était la petite bourgeoisie un petit peu aisée qui le faisait, mais c'était quand même des gens qui se parlaient et parlaient énormément, qui travaillaient beaucoup par la parole. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Je ne sais pas si j'ai réussi à le traduire aussi bien que j'aurais voulu dans le livre qui a été publié en Inde. Je ne sais pas si le livre a eu une très bonne diffusion en Inde, je ne suis pas sûr. Mais enfin, ça s'est passé comme ça. Et j'ai fait ce parcours. Pour moi, c'était une autre découverte de l'Inde. Une découverte distincte de ce que j'avais prétendu connaître par l'approche du yoga. Donc finalement, c'est une autre route. Et puis finalement, on comprend quand même à l'autre bout du monde. Quand même, bon, l'Inde, c'est quand même loin, malgré oui, que ça soit familier. une ancienne colonie Oui, britannique qui a connu aussi l'industrialisation, les chemins de fer. Mais finalement, le modèle occidental de développement, une partie de la société rejette aussi. À ce moment-là, il le rejette, oui, une partie de la société. En tout cas, une partie très très vivante de la société le rejette, au Bengale. Et je pense que le Bengale, ce qui s'est passé, c'est que les deux projets industriels et financiers prévus à Singur et à Nandigram, ils ont échoué. Ils ne sont pas implantés. Et donc, le Bengale dont rêvaient les babous du Parti communiste of India, ce Bengale, il n'a pas eu lieu. Et le Bengale n'est pas devenu un lieu de production, il n'est pas devenu une grande capitale de l'Inde contemporaine. C'est pas devenu. Alors, les choses se sont faites ailleurs, du côté de Bombay, du côté de Delhi certainement, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait autour de ce pays un peu trop civilisé qui est le Bengale occidental. Le livre, en tout cas, est magnifique. Je suis encore en train de découvrir d'autres chapitres d'un Poetics on Bengal. Mais pour revenir encore sur la route, donc qui est cette route qu'on a parcourue, les gens ont parcouru, qui devient aujourd'hui, c'est la route des migrants, partout. C'est que ce monde où vivaient ces peuples qui ne partaient pas beaucoup à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, ils viennent rejoindre ou ils viennent chercher quelque chose dans ce modèle occidental, donc vers l'Europe ou vers les États-Unis. Oui. Donc cette route des migrants, ce qu'on appelle. Oui. Comment toi, en tant qu'un ancien routard... Moi, je me méfie un peu de ce parallèle, parce que autant nous étions très favorisés, et ça n'avait pas été que ça, mais c'était aussi un caprice. Un caprice et un luxe de pouvoir voyager, et y compris à la fin quand je plante mon ancre à Calcutta et que j'y reste et que j'y reviens, c'est un geste qui est issu d'une situation luxueuse. Alors que chez les gens qui viennent du fond de l'Asie, de l'Afrique du Nord, et qui cherchent à tout prix à entrer en Europe, il y a quelquefois quelque chose de cet ordre du caprice, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par ce qu'ils ont vu sur les écrans de télévision et ils ont envie d'en être. Ça a été beaucoup ça pendant les décennies précédentes, à l'époque actuelle. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes Africains, ils ont été attirés par ce qu'ils voyaient sur les écrans de télévision, par les lumières de la ville, et parce que ça leur promettait, ça leur suggérait, qui serait à leur portée. Ils ont beaucoup déchanté, ces gens-là. C'est-à-dire que quelquefois, ils sont revenus pour dire à quel point c'était beau ce qu'ils avaient vécu, mais petit à petit, il s'est installé la réalité en image, c'est que
ils n'étaient pas accueillis. Ils n'étaient pas, non seulement pas accueillis, mais qu'ils étaient accueillis par des vagues de racisme et de refus et de rejet. Et ça, nous, on n'a pas du tout essuyé. On n'a pas connu ça. Et c'est sûr que c'est les mêmes routes qui sont prises dans un sens différent, dans le sens opposé. À cet égard-là, il est tentant de faire le parallèle. Moi, je suis assez proche des trajets, enfin, je suis assez proche des trajets. Disons, pour dire vite, ma compagne est la compagne des gens qui viennent demander l'asile en France et qui essayent de les tirer des femmes. Elle n'accompagne que des femmes. De les tirer d'affaire autant qu'elle le peut. C'est la croix et la bannière. C'est extrêmement difficile. Et l'État français est de la pire mauvaise foi. Et il refuse à tous les... Et en plus, le discours maintenant, le discours qui a commencé par le Front National, ensuite comment ça s'appelle, le Rassemblement National, après par les zémouristes, et qui se propage dans toute l'Europe, et qui voit dans tous les pays d'Europe une sorte de consolidation identitaire sur le thème « nous sommes chez nous et nous ne voulons pas des autres et nous ne voulons pas du grand remplacement », c'est un truc qui me paraît tellement odieux que je n'ai pas du tout envie de... Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de commun. Je ne vois pas cet envers. Je ne vois pas l'envers du décor ou le miroir de cette... C'est vrai que ce sont les mêmes routes, mais... Oui, c'est une situation presque délétère. C'est une situation complètement délétère, oui. Moi, je vois ce qui se passe maintenant, et puis les gens qui partent, ils partent parce qu'ils sont chassés par la faim, ils sont chassés par la peur des guerres civiles, ils sont chassés pour les femmes par la peur des hommes, ils sont chassés par l'arrivée d'un islam très très rude et sommaire, ils sont chassés par beaucoup de bonnes raisons de partir de chez eux. Et ils demandent l'asile et on leur refuse. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Alors que notre génération, c'était tout l'inverse. Elle était favorisée, elle demandait l'hospitalité. Encore une fois, quand je parlais de l'hospitalité des Bengalis, j'étais accueilli il n'y a pas si longtemps, en 2008. J'étais très bien accueilli par les Bengalis. J'ai rencontré des gens épatants que je citais tout à l'heure. Les migrants qui font la route inverse, ils sont très très mal accueillis. Et aujourd'hui, ou demain, ou à l'automne prochain, si on te dit tu veux partir, tu veux reprendre un peu le chemin, voyager, oui. Tu auras envie d'aller où, simplement? J'ai envie d'aller n'importe où, tout m'intéresse. Et de toute façon, j'ai pas complètement abandonné l'idée de repartir sur la route. Je ne peux pas dire que c'est un projet comme ça l'a été à un moment dans ma vie, mais c'est la période au cours de laquelle j'étais le plus fécond, le plus ouvert, le plus éveillé, le plus, je pense, où j'ai donné le meilleur de moi-même. Et j'aimerais bien retrouver ce meilleur de moi-même. Je pense que c'est moins facile que ça ne l'a été de faire la route. Et que maintenant, par exemple, tu suggérais que dans certaines parties du monde, il est plus possible de voyager à pied. J'ai déjà été j'ai fait un aller-retour pour les États-Unis en automne pour aller voir ma fille qui y vit. Je ne vais pas de nouveau dépenser je sais pas quoi, ma réserve de carbone pour aller en Inde. J'ai essayé d'étudier la façon d'y aller par la terre. C'est très très difficile d'y aller par la terre. Très très difficile. Il y a des endroits où on ne peut plus passer. Dans l'est de l'Iran, on ne peut plus passer, c'est très risqué. Alors je pourrais prendre le risque, hein. Il y a des gens qui certainement le font, hein, des jeunes gens. Mais est-ce que je vais le faire? Les chances par exemple, les chances d'être kidnappé et qu'on réclame à la famille une rançon, c'est quelque chose que j'ai pas très envie de faire supporter à d'autres, hein. Et en plus de se faire engueuler ensuite par l'État français, comme une espèce d'imbécile, d'être allé se foutre dans un endroit dont on vous a dit qu'il était impraticable. Donc je pense que c'est plus difficile. Et par bateau, c'est très difficile. Moi, j'ai étudié les prix des bateaux. C'est pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure.
Maintenant, les voyages en bateau, c'est par cabine, dans les cargos, c'est grand luxe. Et donc, c'est beaucoup plus cher que l'avion. Et je me dis que ça reviendra sans doute. Hein. Fred Vargas, elle se disait que tout ce méli-mélo environnementaliste, avec la cherté de l'augmentation des prix du pétrole et la complexité des voyages, ça nous obligeait à réinventer la marine à voile. Peut-être qu'on va le faire, hein. Peut-être qu'on va le faire, mais ça ne se fait pas très très vite. Ça se fait pas très vite. Et je pense qu'entre-temps, il y aura beaucoup de douleurs, de souffrances sous la pression environnementale. Beaucoup de complexité. Et que peut-être qu'on arrive à une époque où voyager va devenir plus compliqué. Plus compliqué. On a vécu les grandes années du voyage. Maintenant, ça va devenir plus compliqué. Je le crains.